Tu as déjà ressenti cette étrange fatigue après une journée sans bouger, une lourdeur qui pèse sur tes épaules, alors que ton corps n'a fait aucun effort. Ce n'est pas le poids de ce que tu as fait, mais le poids de ce que tu as pensé. Ce que tu crois être un manque de volonté, une forme de paresse, est en réalité le coup caché d'un mécanisme de survie qui tourne à vide. Il y a ces journées où ton esprit ressemble à une pièce sans issue. Tu es assis à ton bureau, un dossier simple devant toi, mais chaque phrase semble se dédoubler en 1000 possibilités. Tu penses à l'email que tu dois envoyer, mais au lieu de l'écrire, tu imagines toutes les réactions possibles de ton interlocuteur. La critique, l'incompréhension, le silence. Ton cerveau simule des conversations entières, des conflits, des justifications. 1 heure passe, et l'email n'est toujours pas écrit. Tu n'as pas bougé, mais tu es épuisé. Ton énergie n'a pas été dépensée à agir, mais à anticiper. C'est une fatigue silencieuse, interne, que personne ne voit. Ou encore, cette conversation que tu as eue il y a 3 jours. Elle revient sans cesse. Tu rejoues la scène, mais cette fois tu changes tes réponses. Tu trouves enfin la réplique parfaite, celle qui aurait tout changé. Ton esprit devient un monteur de film, coupant et recollant des fragments du passé pour créer une version idéale qui n'existera jamais. Chaque scénario alternatif est une petite décharge d'énergie, une micro-dépense émotionnelle. Et à la fin de la journée, la somme de ces dettes invisibles te laisse vidé, comme si tu avais couru un marathon sans quitter ta chaise. Cet effort mental n'est pas une simple distraction. C'est un travail à plein temps que ton cerveau accomplit sans que tu lui aies demandé. Pour comprendre cette fatigue, il faut d'abord distinguer 2 types d'efforts que notre cerveau gère. Le premier est l'effort physique, qui consomme du glucose pour alimenter nos muscles. C'est simple, direct, mesurable. Mais il y a un autre coût, bien plus subtil, le coût cognitif. C'est l'énergie que notre cerveau dépense pour des tâches non physiques comme prendre une décision, résoudre un problème ou inhiber une impulsion. Le chercheur en psychologie cognitive Daniel Kahneman a magnifiquement décrit cela avec ses systèmes 1 et système 2. Le système 1, c'est notre pilote automatique, rapide, intuitif, il ne coûte presque rien. C'est lui qui te fait reconnaître un visage familier ou comprendre une phrase simple. Mais quand la situation se complique, le système 2 prend le relais. C'est notre pensée lente, délibérée, analytique. C'est elle qui résout un problème de maths ou qui planifie un voyage complexe. Et ce système 2, lui, est extrêmement gourmand en énergie. Quand tu passes des heures à ruminer, à anticiper, à douter, tu ne fais qu'une seule chose. Tu maintiens ton système 2 en alerte maximale, sans aucune pause. Un autre concept clé vient des neurosciences, celui du cerveau prédictif. Des chercheurs comme Carl Friston expliquent que notre cerveau ne fait pas que réagir au monde, il passe son temps à le prédire. Chaque seconde, il génère des milliers d'hypothèses sur ce qui va se passer. C'est un mécanisme de survie essentiel. Mais quand l'incertitude est trop grande, le cerveau s'emballe. Il se met à produire des scénarios en boucle, essayant de réduire l'erreur de prédiction, c'est-à-dire l'écart entre ce qu'il attend et la réalité. Cette surchauffe prédictive est littéralement épuisante. Cette fatigue mentale se manifeste dans des situations très concrètes, presque banales. Prends l'exemple du choix d'un restaurant pour ce soir. Ça semble anodin, pourtant ton esprit ne voit pas juste italien ou japonais. Il simule l'expérience entière, le trajet, le bruit dans la salle, le risque que le plat soit décevant, le regard de la personne qui t'accompagne si elle n'aime pas. Chaque option devient une arborescence de sous-problèmes à évaluer. En 10 minutes de réflexion, ton cerveau a vécu 3 soirées différentes avec leur lot de micro-stress et de déceptions potentielles. À la fin, tu es fatigué avant même d'être parti. C'est exactement ce qu'il se passe. Un autre exemple, c'est la préparation d'une réunion importante. Tu ne te contentes pas de préparer tes arguments. Tu anticipes les questions de chaque participant. Tu imagines les objections, les interruptions, les alliances qui pourraient se former contre ton idée. Tu construis des plans de secours, des réponses aux réponses. Tu livres la bataille dans ta tête 20 fois avant qu'elle n'ait lieu. Le jour J, même si tout se passe bien, tu arrives avec une batterie déjà à moitié vide. L'énergie a été consommée par la guerre fantôme que tu as menée seul.
Enfin, il y a la rumination post-événement. Tu as rendu un projet. Au lieu de passer à autre chose, ton esprit scanne en boucle chaque détail à la recherche de l'erreur que tu aurais pu commettre. Une faute de frappe, une formulation maladroite. Ton cerveau ne cherche pas la satisfaction du travail accompli, il cherche à neutraliser une menace future hypothétique, la critique, la perte de crédibilité. Cette vigilance constante est un travail de fond, invisible, qui draine tes réserves sans produire le moindre résultat tangible. Ce qui se cache derrière cette surchauffe mentale, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une stratégie de survie détournée. À l'origine, notre capacité à anticiper le danger était vitale. Imaginer où pouvait se cacher un prédateur nous maintenait en vie. Le problème, c'est que ce mécanisme ancestral est aujourd'hui appliqué à des menaces symboliques. La peur du jugement, de l'échec, de l'incertitude. Ton cerveau traite une critique potentielle sur les réseaux sociaux avec la même intensité biochimique qu'une menace physique imminente. Il active le même circuit de l'anxiété. Le neurologue Antonio Damasio a montré à quel point nos émotions sont des marqueurs somatiques, des signaux corporels qui guident nos décisions. Quand tu rumines, tu génères en boucle ces marqueurs d'alerte. Ton corps réagit comme s'il était en danger. Tension musculaire, accélération du rythme cardiaque, libération d'hormones de stress comme le cortisol. C'est une réponse physiologique réelle à une menace imaginaire. Et voici le renversement. Ce que tu perçois comme une faiblesse, je pense trop, est en réalité une hyper-compétence de ton cerveau. Il est devenu extraordinairement doué pour simuler l'avenir afin de te protéger. Le problème, c'est qu'il ne sait pas s'arrêter. Il voit des prédateurs partout, même dans la boîte de réception de tes emails. Cette pensée excessive n'est pas un signe de folie, mais la logique d'un système de sécurité devenu trop zélé. Il cherche à contrôler l'incontrôlable, à éliminer tout risque dans un monde fondamentalement incertain. C'est une stratégie adaptative poussée à son extrême, et son coût énergétique est devenu plus grand que le bénéfice qu'elle apporte. Alors comment apaiser ce moteur qui tourne à plein régime ? Il ne s'agit pas de penser moins, ce qui est impossible, mais de réorienter son attention. Une première piste est de nommer pour dompter. Quand tu sens ton esprit s'emballer, prends un instant pour décrire précisément ce qui se passe, comme si tu étais un observateur extérieur. Par exemple, « Ah, mon cerveau est en train de simuler la conversation de demain avec mon chef. Il essaie de me protéger de la critique. » Cet simple acte de nommer le processus crée une distance. Tu n'es plus fusionné avec l'anxiété, tu l'observes. Une autre approche consiste à introduire ce que l'on pourrait appeler des interruptions cognitives. Quand tu es coincé dans une boucle, force-toi à faire une action simple qui demande une concentration différente. Pas scroller sur ton téléphone, mais quelque chose de physique et sensoriel. Faire la vaisselle en te concentrant sur la température de l'eau, ranger une étagère, écouter un seul morceau de musique en identifiant chaque instrument. Cela force ton système 2 à se déconnecter et permet à ton attention de se réinitialiser, même pour quelques minutes. Tu peux aussi essayer de planifier l'inquiétude. Au lieu de laisser tes pensées anxieuses envahir toute ta journée, alloue-leur un créneau précis. Par exemple, de 17h à 17h15, tu as le droit de t'inquiéter de tout ce que tu veux. Le reste de la journée, quand une pensée intrusive arrive, tu la notes et tu te dis « je m'en occuperai à 17h ». Étonnamment, cela permet souvent de constater que la plupart des inquiétudes se sont évaporées d'elles-mêmes une fois le moment venu. Enfin, ancre-toi dans le coup réel. Quand tu sens la fatigue mentale monter, demande-toi « cette pensée me donne-t-elle de l'énergie ou m'en prend-elle ?» Cette question simple te reconnecte à la conséquence physique de tes ruminations et peut te donner l'impulsion nécessaire pour choisir de diriger ton attention ailleurs. Finalement, cette fatigue que tu ressens n'est pas la preuve d'une faiblesse ou d'un échec. Elle est le témoignage silencieux de l'effort colossal que fournit ton esprit pour te maintenir en sécurité dans un monde complexe. Tu n'es pas paresseux, ton cerveau est un travailleur acharné, un gardien hyper vigilant qui a juste oublié comment prendre une pause. Comprendre cela n'efface pas la fatigue, mais ça change radicalement la façon dont tu l'aperçois. Ce n'est plus une source de honte, mais une information précieuse sur l'état de ton système interne. Accepter cette fatigue, c'est reconnaître le travail de l'ombre, c'est valider la complexité de ton monde intérieur.
Apprendre à gérer cette énergie mentale ne consiste pas à construire des murs plus hauts pour bloquer les pensées, mais plutôt à ouvrir les fenêtres pour les laisser passer sans s'y accrocher. C'est un chemin qui ne vise pas le silence de l'esprit, mais une conversation plus apaisée avec lui. Le but n'est pas d'arrêter de penser, mais de cesser de croire que chaque pensée mérite une bataille. L'apaisement ne vient pas de la victoire sur tes pensées, mais de la paix signée avec elles. Merci d'avoir regardé.